On va étudier les sous-espaces vectoriels. Donc un sous-espace vectoriel, pour définition, c'est donc une partie F inclus dans E, avec E étant un espace vectoriel déjà connu, typiquement un des exemples de référence qu'on a vu précédemment. Et si F est inclus dans E, alors pour n'importe quels éléments de F, c'est-à-dire deux vecteurs U et V, alors on a bien une opération entre ces deux vecteurs U et V. A priori, l'opération se situe dans F, donc le résultat devrait être dans F. Et pareil, si on multiplie par un scalaire, le résultat devrait être dans F. Et c'est seulement à cette condition-là qu'on dit que F est un espace vectoriel, c'est-à-dire que les opérations qui existent sur E permettent de faire de F un espace vectoriel. Et on a donc une proposition qui va servir systématiquement. On reviendra très rarement dans la pratique à la définition en vérifiant tous les points, les 8 points précédents pour savoir qu'un espace est un espace vectoriel. Dans la pratique, on dira que l'espace de l'énoncé, ça sera F ici, sera plongé dans E, un espace de référence, donc tous ceux qu'on a vus précédemment. Et on suffit de vérifier que l'espace est donc non vide et stable par combinaison linéaire avec la propriété non vide. C'est donc l'existence d'un élément qui est dedans, un élément d'un espace vectoriel, on appelle donc ça un vecteur. Le plus souvent, le vecteur qui est impératif, c'est le vecteur nul, donc c'est pour ça qu'on a insisté un peu sur, dans chacun des cas, sur le cas des suites, le cas des fonctions, qui est le vecteur nul. Et donc il suffira de démontrer que ce vecteur nul est bien dans notre espace de référence. Ce vecteur nul est bien dans notre sous-espace vectoriel, pardon. Et la stabilité par combinaison linéaire. Donc a priori une combinaison linéaire c'est la somme des lambda k uk. Il suffit ici de démontrer que si c'est vrai pour deux vecteurs et un scalaire, donc on fait simplement pour u et v deux vecteurs et lambda un scalaire, alors on a u plus lambda v, et là il y a une erreur dans le polycopier, c'est u plus lambda v doit appartenir à f, c'est-à-dire on est bien à nouveau dans l'espace vectoriel f. Voilà, donc on va passer désormais à la démonstration. Donc la proposition 2.1, c'est une équivalence, c'est-à-dire qu'on a f est un sous-espace vectoriel de E, si et seulement si, les deux propriétés qui sont non vides et stables par combinaison linéaire. Alors vu que c'est une équivalence, on peut raisonner par double implication. Donc l'implication la plus simple, c'est celle-ci. Comme on suppose que f est un sous-espace vectoriel, alors on dispose des 8 propriétés qui sont non vides. Ça c'est la propriété de base. Ensuite on a bien une addition interne, donc ça c'est 4 propriétés. L'élément neutre, commutatif, associatif et opposable. Et on a la multiplication externe qui nous donne 3 nouvelles propriétés. Les éléments neutres, associatifs et double distributif. Donc en fait il faut réussir à démontrer qu'avec 8 propriétés, on arrive à en obtenir seulement 2. Donc a priori c'est le sens simple. La propriété non vide est déjà OK, c'est-à-dire c'est une des 8 propriétés. Et l'autre propriété, c'est pourquoi on est stable par combinaison linéaire. Si on prend, donc comme le propose l'énoncé, c'est-à-dire 2 vecteurs et 1 scalaire, on a lambda v, c'est bien un vecteur de f, car on est un espace vectoriel et donc il existe une opération dans f. Et après, u plus lambda v, donc ça c'est une somme entre un vecteur de f
et un vecteur de f, donc on a encore un vecteur de f. Et encore une fois, c'est parce que f est bien un espace vectoriel. Donc c'est bon, on est bien stable par combinaison linéaire. Donc le sens qui était simple, c'est bien sûr les 8 propriétés entraînent uniquement les deux. Et ensuite, on fait le sens réciproque. Alors pourquoi, si on est simplement non vide et stable par combinaison linéaire, alors f est bien un sous-espace vectoriel de E. C'est-à-dire qu'il faut réussir à démontrer que f est un espace vectoriel. Sachant uniquement ces deux propriétés-là. Alors on va commencer par démontrer que f contient bien un élément neutre. Alors en fait, je pars de la propriété de non vide, donc c'est-à-dire il existe un vecteur. Alors le vecteur qu'on a supposé exister n'est pas forcément le vecteur nul. Donc il existe, je vais écrire UF, un vecteur de f. Mais par contre, on n'a que UF plus n'importe quel lambda U appartient encore à f. Et bien sûr, c'est simplement le vecteur nul, mais le vecteur nul de E. Donc c'est-à-dire le vecteur nul de E appartient bien à f. Donc ça, c'est la première des propriétés qu'il fallait démontrer. Le vecteur nul de E, c'est bien sûr le vecteur nul de f, parce que pour un vecteur dans f, il est en particulier dans E. Donc si on fait U plus 0 de E, ça vaut bien U, ce qui était la propriété qu'il fallait démontrer sur f. Et ensuite, la majorité des arguments vont venir à cause de cette inclusion-là. C'est-à-dire que si on prend deux vecteurs U et V de f, alors ils sont particuliers tous les deux dans E, et on sait que sur E, l'addition commute, étant donné que E est déjà un espace vectoriel connu, c'est-à-dire U plus V égale V plus U. Normalement, c'est sur E, mais cette égalité, si elle est vraie sur E, elle est également vraie sur F, vu que F est inclus dans E. Donc on a de la même manière l'associativité. Si on a trois vecteurs, ces trois vecteurs sont en effet des vecteurs de F, mais en particulier ce sont des vecteurs de U, de E. Donc l'associativité est vraie sur E, donc elle est vraie pour nos vecteurs de F. Et le caractère opposable. Alors le caractère opposable peut être ici un peu plus délicat, parce que donc si on prend un vecteur de F, on sait qu'il existe un opposé dans E. Mais la question c'est est-ce que l'opposé est encore dans F? Bah, ici de toute façon on a déjà utilisé l'astuce pour démontrer au début que le vecteur nul appartenait à F, c'est-à-dire qu'on sait que l'espace est stable par combinaison linéaire, donc on pose V par exemple égale, alors on peut écrire d'ailleurs 0E plus moins 1 fois U. Ça c'est encore un vecteur de F, parce qu'on a démontré précédemment que lui il appartenait à F. Lui on l'a supposé comme étant appartenant à F, et lui c'est donc un scalaire. Donc ça fait bien le vecteur moins U, et on sait que il appartient donc à F car on est stable par combinaison linéaire. Voilà. Donc ça nous fait la propriété donc non vide, qui nous donne en fait, contient l'élément neutre, commutatif, associatif et donc opposable. Donc c'est toutes les propriétés qui étaient nécessaires pour l'addition. On va donc compléter ça avec les propriétés de la multiplication externe. Donc il faut réussir à démontrer que la multiplication externe est stable par les éléments neutres. Donc je continue avec la multiplication. Produit externe. Donc
pour U un vecteur de F, on a, si on fait 0K fois U, le vecteur, encore une fois, il appartient à F, donc il appartient en particulier à E. Ça vaut 0 de E, mais c'était bien l'élément neutre qu'on a dit, c'est-à-dire ça vaut aussi le vecteur nul de F, 0 de F. Et une fois le vecteur U, encore une fois, c'est un vecteur de F, donc c'est un vecteur de E, la réciproque sera fausse, bien sûr. C'est égal à U, c'est bien ce qu'il faut démontrer sur les éléments neutres. Ensuite, on doit faire donc l'associativité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on a deux scalaires et un vecteur de F. En fait, la propriété donc d'associativité, c'est-à-dire celle-ci, elle est vraie encore une fois sur E, et U, c'est un vecteur de F, donc un vecteur de E. Donc l'associativité se propage à n'importe quel sous-espace vectoriel. Et on a de la même manière la double distributivité, c'est-à-dire si vous avez deux scalaires et un seul vecteur de F, alors on peut distribuer. Pourquoi on peut distribuer? Parce que donc on peut distribuer sur E, mais le résultat en fait ce sont que des vecteurs qui appartiennent à F. Ça c'est dû à la combinaison linéaire. Donc ici en fait on fait une opération qui a priori est sur E, c'est-à-dire le plus grand des espaces, mais en fait on se remarque en synthèse que ce sont au final que des vecteurs de F, donc c'est bien, on sait que c'est vrai sur E, et on remarque que c'est exactement l'égalité qu'on voulait sur F, donc en fait on a une distributivité, et pareil, si vous voulez un seul scalaire et deux vecteurs, ces deux vecteurs sont dans F, mais ils sont en particulier dans E, et donc c'est de la même manière, on connaît l'égalité sur E, donc elle se propage sur F. Et donc on a bien réussi à démontrer que toutes les propriétés, les 8 propriétés sont vraies sur F. Donc en fait, F est un K-espace vectoriel. Mais étant donné que c'est donc une partie de E, la définition nous dit que F est donc un sous-K espace vectoriel de E, ce qu'il faudra démontrer, ce qu'il fallait démontrer. Et donc cette propriété-là va justement nous permettre de se dédouaner, de faire systématiquement toutes les vérifications qu'on a dû faire jusqu'alors. C'est-à-dire au lieu de devoir vérifier les 8 propriétés, on démontrera maintenant plus que 2 propriétés qui sont donc simplement non vide et stable par combinaison linéaire. Ceci une fois qu'on a bien fixé un espace E de référence. Donc on peut faire des exemples de ça. Donc, par exemple, on peut dire est-ce que P, qui serait l'ensemble des vecteurs x, y, z de R3 tel que x moins y plus z égale 0, est un R espace vectoriel. Je rappelle que dans le contexte d'un exercice, il faut fixer des idées, c'est-à-dire qu'ici, on a bien le corps des scalaires vaut R, et donc on ne reste pas abstrait, on dit ici c'est vraiment R. Donc c'est un R espace vectoriel. Alors pourquoi ce sera un R espace vectoriel? On va dire oui en tant que sous-espace d'un espace de référence. Notre espace de référence ici c'est donc R3. Donc on a déjà que P c'est une partie de R3, un R espace vectoriel de référence. C'était donc un exemple géométrique, ça correspond au vecteur de l'espace. Donc on a un espace de référence R3, et donc il faut réussir à démontrer que P en est un sous-espace vectoriel. On l'a appelé P parce que bien sûr on reconnaît ici un plan, et on dira que c'est un plan vectoriel du fait que c'est aussi un espace vectoriel. Donc les deux propriétés à démontrer sont non vides et stables par combinaison linéaire. Donc on commence par non vide. P est non vide. Alors pour démontrer que P est non vide, le plus simple c'est donc de démontrer que le vecteur nul, ce qu'on noterait abstraitement 0 indice R3,
ce qui est simplement le vecteur colonne où vous avez 3 coordonnées nulles, appartient à P. Alors pourquoi le vecteur nul appartient à P? Si on revient à la fête, c'est la condition d'appartenance, il faut vérifier l'équation que abscisse moins ordonnée plus profondeur égale 0. Donc en effet, l'équation est bien vérifiée. Et ensuite, on essaie de vérifier qu'on est stable par combinaison linéaire. Alors pourquoi on est stable par combinaison linéaire? Pour ce faire, donc on prend deux vecteurs et un scalaire. Donc je vais prendre U1 et U2, deux vecteurs du plan, et lambda un réel donc. Et donc l'idée c'est qu'il faut réussir à démontrer que le vecteur combinaison linéaire, que je peux appeler U, qui est égal à U1 plus lambda U2, et donc qui est de coordonnées x1 plus lambda x2, y1 plus lambda y2 et z1 plus lambda z2 est bien un vecteur du plan. Alors pour démontrer qu'un vecteur est dans le plan, on teste l'équation cartésienne ici. Donc on va faire x1 plus lambda x2, c'est-à-dire l'abscisse, moins y1 plus lambda y2, c'est-à-dire l'ordonnée, plus la profondeur. Et donc on calcule ça, on veut que ça vaille 0. Donc ici on peut remarquer, en général c'est ce qu'on fera, l'avantage d'avoir un seul scalaire, c'est qu'il y a certains termes qui sont en facteur de lambda et certains termes qui sont en facteur de rien du tout, qui n'ont pas de facteur justement. Donc ceux qui n'ont pas de facteur, c'est x1 moins y1 et donc plus z1. Et ceux qui sont en facteur de lambda, on a x2 moins y2 plus z2. Et ici, ce qu'on remarque, c'est que cette expression-là vaut bien 0. Ça, c'est car on a simplement les coordonnées de U1, et U1 est bien un vecteur du plan. Ici, on a égal 0, car ça, c'est les coordonnées de U2, et U2 appartient au plan. Autrement dit, ça nous fait simplement 0 plus lambda fois 0 égale 0, car U1 et U2 appartiennent au plan. Donc ces coordonnées vérifient bien l'équation, c'est-à-dire que le vecteur U appartient au plan. Et donc en conclusion, on est bien non vide et stable par combinaison linéaire. Donc P est un sous-espace vectoriel. Et en général, on précise le corps sous R espace vectoriel de R3. Donc voilà pour cet exemple de plan. On peut passer à un autre exemple, par exemple dans le contexte des matrices. Donc par exemple, on peut faire l'ensemble des matrices symétriques est un espace vectoriel. Alors l'ensemble des matrices symétriques, je rappelle ce que c'est. Sn de R, c'est l'ensemble des matrices que je vais appeler M, dans Mn de R, telle que la transposée de M égale à M. C'est-à-dire c'est les matrices qui, quand on les transpose, valent elles-mêmes. Donc pour faire un petit exemple, c'est la matrice 1, 2, 2, 0 est symétrique. Donc parce que sa transposée va simplement échanger les deux et le 1 et le 0 restent en place. Donc celle-là, elle est symétrique. Voilà. Donc on va démontrer que ça, c'est bien un R espace vectoriel et on va dire en temps que sous R espace vectoriel d'un espace connu. Alors l'espace connu ici, c'est donc l'ensemble des matrices. Donc l'ensemble des matrices Mn de R est un espace de référence. On a vu MNP, donc Mn c'est simplement l'ensemble des matrices carrées, c'est-à-dire lorsque n égale P. Donc ici on a notre espace de référence et on a l'ensemble des matrices symétriques, c'est une partie de l'ensemble des matrices. On va essayer de démontrer que c'est une partie particulière parce qu'elle est également non vide et stable par combinaison linéaire. Donc c'est un sous-espace vectoriel. Alors pourquoi non vide?
toujours, on va faire le vecteur nul. Alors c'est quoi le vecteur nul de l'ensemble des matrices? C'est donc la matrice nulle. Il faut réussir à démontrer que la matrice nulle appartient à Sn de R. Alors là, pourquoi la matrice nulle appartient à Sn de R? Parce qu'il suffit de transposer la matrice nulle. Donc là, c'est des calculs vides, hein. C'est-à-dire qu'on transpose plein de zéros et ça reste plein de zéros. Autrement dit, la transposée de la matrice nulle, ça vaut la matrice nulle. Autrement dit, elle est symétrique. L'espace, l'ensemble des matrices symétriques est non vide, contient même la matrice nulle. Et on est bien stable par combinaison linéaire. Donc on prend pour cela deux matrices. Le contexte abstrait, c'est-à-dire on prend deux vecteurs. Donc ici on prend deux matrices symétriques et un scalaire. Ici donc le corps des scalaires c'est R. Il faut réussir à démontrer que la matrice qui est la combinaison linéaire de ces deux-là, est-ce que celle-ci est-elle symétrique? Donc on va essayer de voir est-ce qu'elle est symétrique. Pour montrer que M est symétrique ou pas symétrique, on calcule sa transposée. L'avantage, c'est qu'on a vu des propriétés sur la transposition, c'est-à-dire la transposée d'une combinaison linéaire. C'est la combinaison linéaire des transposées. Je peux insister comme ça en disant que là, c'est bien transposé de M2. Et donc, on obtient, ça c'est égal à M1 plus lambda M2. Alors pourquoi bien sûr on a ça? Égal M. Car ici, on a transposé de M1 égale M1 et transposé de M2 égale M2, car elles sont toutes les deux symétriques. C'est-à-dire qu'en partant de deux matrices symétriques, alors la combinaison linéaire est encore symétrique. Et donc on est bien stable par combinaison linéaire et non vide. Donc d'après la proposition, la conclusion de ça, c'est Sn de R est un sous-R espace vectoriel de Mn de R.